Les guerres italiennes, une aventure de John Straubins par José Moselli. Les événements les plus incompréhensibles sont souvent, presque toujours, d'une simplicité qui étonne. Lorsqu'on apprend comment ils se sont accomplis, l'on demeure stupéfait. Ce n'était que cela. Mais oui, seulement il fallait y penser. La manière dont s'y prit John Straubins pour enlever sans risque ni fatigue, sans être vu ni soupçonné, la fameuse aiguille d'argent du sénateur Jonathan Briggs, démontre une fois de plus la vérité de ses affirmations. Pourtant, Jonathan Briggs avait été prévenu. Pourtant, un limier de la police gardait la lourde œuvre d'art, 80 kilos. Pourtant, les guerres reposaient au 22e étage du palais du sénateur, lequel est situé au coin de l'Alameda Avenue, une des rues les plus passantes de San Francisco. Les guerres disparut cependant et John Straubins l'a toujours, mais il ne faut point anticiper. M. Jonathan Briggs, ancien brasseur de bière, possédant des millions par douzaine, sénateur de l'État de Californie, est par surcroît un amateur d'œuvres d'art très compétent, chose rare parmi les parvenus américains. Son luxueux palais de l'Alameda Avenue est un véritable musée. Toiles de Rubens, Van Dyck, Gainsborough, Corot, Delacroix, Ruysdael, Velázquez, Raphaël, Turner, car le sénateur est très éclectique, statues grecques, romaines, italiennes, de tout pays et de toutes époques, y sont entassés dans une immense galerie qui occupe tout un étage, le 22e. Coïncidence curieuse et qui dut tenter John Straubins, étant donné que, comme on se le rappelle, c'est également au 22e étage que se trouvaient les 8 saphirs noirs, si habilement enlevés par le détective cambrioleur au professeur Schwarzbaum. Mais revenons à la collection du sénateur de la Californie. Les privilégiés qui ont pu contempler cet amas, le mot n'est pas trop fort, de chefs-d'œuvre, car Jonathan Briggs ne montre pas à tout le monde ses richesses artistiques, sont unanimes à dire que la collection de l'ancien brasseur est une des plus belles des États-Unis et peut-être du monde. Le sénateur, on le conçoit, en est très fier. Il a d'ailleurs promis de léguer cet inestimable trésor à la ville de San Francisco, à condition que l'on donnerait son nom à une avenue. Car Jonathan Briggs trouve son nom harmonieux et ne veut pas qu'il soit oublié. Comment John Straubins fut-il amené à lui enlever les guerres? Mystère. Et il faudrait, pour cela, savoir sous quel nom le détective cambrioleur fut reçu par Jonathan Briggs, et cela nul ne le sait. Quoi qu'il en soit. Un certain soir de décembre, alors que le sénateur se trouvait dans son bureau, occupé à dresser la liste des cadeaux qu'il comptait faire à ses innombrables neveux et nièces, à l'occasion de la nouvelle année, un valet lui apporta sur un plateau d'argent la carte suivante, John Smoke. Ce gentleman désire être introduit de suite devant monsieur le sénateur, déclare le domestique. Il affirme avoir une communication urgente à faire à monsieur le sénateur. John Smoke, murmura Jonathan Briggs, les sourcils froncés. Connais pas? Non. Smoke. Il regarda la carte, comme s'il espérait y découvrir quelque chose. C'était un élégant carré de Bristol gravé, sortant de chez une bonne maison. Évidemment, John Smoke était un gentleman. Jonathan Briggs soupira. « Faites entrer ce monsieur, » dit-il un peu intrigué. Et tandis que le valet s'éclipsait, l'ancien brasseur ferma d'un geste sec, l'habitude, le rideau d'acajou de son large bureau, fit pivoter son fauteuil à bascule et attendit. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. John Smoke apparut. Grand, mince, élégant, le visage glabre, l'œil clair, les lèvres bien dessinées, la mine avenante, revêtu d'un impeccable costume de cheviote bleue, il était éminemment sympathique. « Monsieur John Smoke » fit le sénateur en froissant de ses doigts la carte de visite. « Parfaitement, monsieur le sénateur. Permettez-moi de vous présenter mes hommages. » Jonathan Briggs inclina la tête en signe de remerciement, puis regarda son interlocuteur d'un air qui voulait clairement dire « Expliquez-vous ». John Smoke, très à l'aise, attira à lui une chaise que son hôte ne pensait pas lui offrir, s'assit et parla. Aussi, je vais m'efforcer d'être bref. Tout d'abord, monsieur le sénateur, je m'excuse de vous faire perdre quelques-uns de vos précieux instants si utiles à notre pays. Vous possédez, monsieur le sénateur, une grande aiguille d'argent ciselé, datant de la Renaissance italienne et attribuée, avec raison, à mon avis, à Benvenuto Cellini. Comment le savez-vous? Interrompit Jonathan Briggs en sursautant. John Smoke sourit et sans se déconcerter poursuivit.
Je le sais, monsieur le sénateur, et cela suffit. Je sais même que vous l'avez acquise à Florence, un certain Angelo Conti, lequel vous l'a vendu 375 000 lire, et que vous avez réussi à sortir cette admirable œuvre d'art d'Italie, malgré la loi qui interdit l'exportation des richesses artistiques italiennes, en fixant les guerres à l'intérieur d'un baril de vin de Chianti. Vous voyez que je suis bien renseigné, mais je ne suis pas venu ici pour vous rappeler ces souvenirs. Décrire la physionomie de Jonathan Briggs en s'entendant ainsi parler est impossible. La stupeur, l'ahurissement le plus complet pouvaient se lire sur son visage, devenu aussi rouge qu'une brique. « Qui vous a dit cela ?» s'écria-t-il. « C'est une calomnie. Oui, une calomnie. Mettons que je n'ai rien dit, monsieur le sénateur, interrompit John Smoke, très calme. Cela n'a d'ailleurs aucune importance, mais j'en arrive à l'objet de ma visite. Sachez, monsieur le sénateur, que moi aussi je possède une collection d'œuvres d'art, qui, mon Dieu, peut être comparée à la vôtre, autant que la lune peut être comparée au soleil. Enfin, figurez-vous que parmi ma modeste collection, j'ai une aiguille semblable, mais absolument semblable à la vôtre en tout, sauf qu'elle ne m'a rien coûté. Alors, vous voulez la vendre? Combien? Interrompit Jonathan Briggs, qui avait repris son calme. Si cette aiguille est réellement pareille à la mienne et authentique, naturellement je suis prêt à la payer cher. C'est justement ce que je suis venu vous dire, monsieur le sénateur. All right. Quand pourrais-je voir l'objet? Permettez, monsieur le sénateur, laissez-moi m'expliquer. Je viens de vous déclarer que vous m'avez dit ce que je voulais vous dire, à savoir que j'étais prêt à vous payer cher votre aiguille qui s'appareille admirablement à la mienne. Combien en désirez-vous? Jonathan Briggs se leva, cramoisi de fureur. Et c'est pour me demander si je veux vous vendre mon aiguillère que vous avez l'audace de me déranger, moi, Jonathan Briggs, sénateur de l'Union? C'est un peu violent. Me prenez-vous pour un brocanteur? Sortez, monsieur, et sachez que rien de ce qui entre dans ma maison n'en sort. C'est un principe absolu. John Smoke ne se démonta pas. Il ne se leva même pas de la chaise sur laquelle il était assis. Les principes, monsieur le sénateur, sont faits pour être violés. C'est un philosophe français qui l'a dit. Ne vous emportez pas, je vous en prie. Nous sommes entre gentlemen. Cette affirmation calma un peu l'ancien brasseur qui se piquait d'être distingué, hélas, à tort. Puisque vous avez été dans les affaires, monsieur le sénateur, poursuivit John Smoke paisiblement, vous me permettez d'essayer de vous convaincre? Je suis pressé, gentlemen. Moi aussi. D'ailleurs, je termine. Voici mes arguments. Cette aiguille que vous avez payé 75 000 $, 80 000 avec les frais, je vous en offre 100 000, comptant. Je ne veux ni 100 000, ni 200 000, ni 500 000, glapit Jonathan Briggs en désignant la porte du regard. Oh! Pour moi, je vous avoue que je suis prêt à vous vendre la mienne pour ce prix. 100 000 $? Non, 500 000. Vous avez dit 500 000. Je n'en veux pas. Nous sommes d'accord. Vous ne voulez donc me vendre à aucun prix votre aiguille? Non, c'est clair, je crois. Et Jonathan Briggs marcha vers la porte. John Smoke se leva. Très bien, je vous la volerai, alors, tout comme j'ai volé celle que je possède déjà. Cela vous coûtera 100 000 $. Vous dites? Fit le sénateur, stupide et croyant avoir mal entendu. Je dis que je suis John Strobbins. Avant 15 jours, votre aiguille sera chez moi. Sur ce, au plaisir, monsieur le sénateur, je suis pressé, moi aussi. Jonathan Briggs éclata de rire. Me voler l'aiguille? Ha ha! Vous n'êtes pas assez fin, maître John Strobbins. Tenez, j'accepte la gageure. Je pourrais vous faire arrêter. Essayez, fit John Strobbins, souriant. Je n'y tiens pas. Je veux voir un peu comment vous vous y prendrez. Et maintenant, je vous avertis que vous risquez votre peau à ce petit jeu. Vous me comprenez? Très bien. Essayez donc de prendre les guerres. Tenez, à vous parler franc, je vous trouve sot de m'avoir prévenu de... Trop aimable, monsieur le sénateur, murmura John Strobbins. Il passa la porte et sauta dans l'ascenseur. 1 minute plus tard, il était dans l'avenue et se perdait dans la foule. En bon Yankee, le sénateur Jonathan Briggs ne détestait pas la publicité, au contraire. John Strobbins partit, il se promena durant quelques minutes dans son cabinet de travail, puis, brusquement, il appela un domestique et lui ordonna de lui préparer une de ses automobiles. Peu après, l'ancien brasseur descendait et se faisait conduire à l'hôtel de la police. En sa qualité de sénateur et de membre influent du Congrès,
Jonathan Briggs fut, sur sa demande, immédiatement introduit auprès de M. James Molescott, le chef de la sûreté de San Francisco. Le magistrat, empressé, s'enquit de ce qui amenait le sénateur dans son cabinet. « Ce qui m'amène, c'est votre vieille connaissance, John Strobbins. »« Ah, le rascal, il est revenu à New York ?»« Je le pense, puisque tout à l'heure il vient de me rendre visite. Et après m'avoir proposé $100 000 pour une certaine guerre italienne, en vain, naturellement, il m'a tout uniquement déclaré qu'il me l'enlèverait. Il en est capable. Quel homme !» soupira Molescott. « Eh bien moi, je l'en ai défié, entendez-vous, Molescott ? Les guerres en question pèsent environ 200 livres, 90 kilos. Elle est haute de près d'1 yard et grosse en proportion. Je veux voir comment il réussira à enlever un objet de cette taille et de ce poids. S'il l'a dit, il le fera. Mais nous essaierons bien de l'en empêcher, murmura le chef de la sûreté de San Francisco. Il le fera, nous verrons bien. En attendant, je viens vous prier de mettre à ma disposition un nombre suffisant de détectives courageux et éprouvés pour garder toutes les issues de ma maison. Il ne sera pas dit que, moi aussi, je serai berné par ce chevalier d'industrie. » Ce mot aussi faisait évidemment allusion à James Molescott qui l'entendit ainsi. Un sourire amer crispa sa lèvre. « John Strobbins est malheureusement plus fin que vous ne le pensez, monsieur le sénateur, croyez-moi, dit-il. J'ai déjà réussi à l'arrêter à plusieurs reprises différentes et il s'est toujours évadé. J'espère bien une fois de plus lui mettre la main dessus et sauvegarder du même coup vos merveilles artistiques. Comptez donc sur moi. 15 détectives de confiance vont, d'ici à quelques minutes, surveiller les moindres issues de votre hôtel. Et pour plus de sûreté, je vais vous envoyer le sous-chef de la sûreté, Peter Kringsby, qui est un ennemi acharné de John Strobbins. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Peter Kringsby va désormais séjourner nuit et jour dans votre galerie, si John Strobbins y parvient. Je voudrais bien savoir comment. Moi aussi, mais il y arrivera, croyez-moi. Enfin, lorsqu'il y sera, Peter Kringsby ne le rattrape pas. À cela, aucun doute. Cela peut durer longtemps, murmura Jonathan Briggs, que la perspective d'avoir un policier à demeure dans sa galerie d'art n'enthousiasmait que médiocrement. Je ne le crois pas. John Strobbins n'est pas un homme à reculer ses projets. Je l'espère. Ah, l'animal, quel toupet. Savez-vous qu'il m'a déclaré qu'avant 15 jours mon aiguerre aurait disparu? Et c'est ce qui m'inquiète. John Strobbins ne se vante jamais. Mais on verra à mettre un terme à ses fantaisies. Où est cette aiguerre? Au milieu de ma galerie, laquelle se trouve au 22e étage de mon hôtel. Bien. Quelles en sont les ouvertures? La porte qui donne sur le palier de l'ascenseur et les 14 fenêtres sur la Alameda Avenue. Pas d'autre porte? Non. Des fenêtres sur la cour? Aucune, le mur plein. Il y a des volets aux fenêtres? Oui, en tôle d'acier et qui ferment au moyen d'une serrure de sûreté incrochetable. Il n'y a rien d'incrochetable pour John Strobbins. Mais malgré cela, je ne vois pas bien comment il s'y prendrait pour agir sans être vu. Pas de balcon? Non. Il n'y en a qu'au 2e, 12e et 18e étage. Quant à la porte, inutile de vous dire qu'elle est en acier chromé. Le plancher est en marbre, le plafond en ciment armé, les murs ont 60 cm d'épaisseur. Une dernière question, fit James Molescott, qui avait crayonné des notes sur une feuille de papier posée devant lui. Comment sort-on de votre hôtel? Mais par la porte. J'entends, mais combien y a-t-il de portes? 2, la grande d'abord. Pour arriver de l'intérieur, il faut passer sous une voûte, le long de laquelle se trouve la loge du portier, qui seul peut ouvrir, car la serrure est dissimulée dans l'épaisseur du panneau de la porte. La 2e porte, celle de service, donne sur une antichambre dans laquelle repose le domestique de garde. Impossible de passer par la cour. Elle est entourée par des murs pleins, hauts de 60 yards et lisses comme un tapis de billard. James Molescott hocha la tête. « Je vois que toutes les précautions sont prises et bien prises. Je suis vraiment curieux de savoir comment s'y prendre à John Strobbins. À franchement parler, je doute que dans ces conditions, il réussisse. En tout cas, nous allons faire le nécessaire. Comptez sur moi, monsieur le sénateur. J'y compte, affirma Jonathan Briggs. Il échangea avec le chef de la sûreté de San Francisco un vigoureux shake-hand et remonta dans son automobile. « Au Californian Times », ordonna-t-il au chauffeur. L'automobile fila dans la direction de l'important journal, lequel, le lendemain matin, publia la note suivante. « Une gageure originale. Le sénateur Jonathan Briggs, dont l'univers antique connaît et envie la merveilleuse galerie, a reçu hier une visite qui ne manque pas de piquant. Tout simplement,
celle de John Strobbins, le célèbre détective cambrioleur. Avec une candeur ou plutôt un cynisme déconcertant, John Strobbins ne craignit pas de proposer à l'honorable sénateur de lui acheter une aiguille italienne, un pur joyau de la Renaissance et qui est une des plus belles pièces de l'inestimable collection de notre illustre concitoyen. Comme bien on pense, M. Jonathan Briggs refusa avec indignation, ce que voyant, John Strobbins lui annonça qu'il lui enlèverait l'objet convoité et avant peu encore. M. Jonathan Briggs haussa les épaules. L'affaire en est là. Naturellement, l'honorable sénateur a fait prendre les plus minutieuses précautions pour empêcher que John Strobbins ne mette sa menace à exécution. Sans donner d'autres détails, ce qui pourrait nuire à l'action de la police, disons cependant qu'il apparaît bien improbable que John Strobbins réussisse à mener à bien son projet. Il est vrai que l'astuce du détective est tellement grande que l'on peut, de sa part, s'attendre à tout. Attendons. Les paris sont ouverts. Hier soir, l'on prenait John à 3 contre 2. Messieurs James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco, et Peter Gringsby, sous-chef, s'occupent personnellement de cette affaire. C'est dire l'importance qu'ils y attachent, et c'est dire aussi que rien n'a été négligé pour réduire à néant les desseins de John Strobbins. Il semble bien que cette fois, force doivent rester à la loi. Toutes les victimes du célèbre détective cambrioleur s'en réjouiront. L'article inspiré par M. Jonathan Briggs eut le succès que l'on devine. Tout San Francisco, toute la Californie se passionnèrent pour ce que l'on appela le match de la guerre. 3 jours s'écoulèrent. Les partisans de John Strobbins commencèrent à douter de la réussite du détective cambrioleur. À l'hôtel du sénateur Briggs, le personnel avait été doublé. Des marmitons, des valets, des chauffeurs, des cuisiniers nouveaux étaient arrivés, lesquels n'étaient autres que des détectives déguisés. Peter Gringsby, le sous-chef de la sûreté de San Francisco, passait les nuits debout, un revolver au poing, en faction devant la fameuse aiguière. Il attendait John Strobbins, de pied ferme, résolu à l'arrêter s'il apparaissait et au besoin à l'abattre à la moindre résistance de sa part. Jonathan Briggs, devenu l'homme du jour, jubilait. À son cercle, à la bourse, c'était autour de lui un cercle de curieux et d'admirateurs. 20 fois par jour, il racontait sans se lasser son entrevue avec John Strobbins et sa popularité croissait. Les journaux avaient publié son portrait. C'était la gloire. Pour peu, le sénateur eût remercié John Strobbins de sa visite. Hélas, il n'est de bonheur qui ne finisse. Le 4e jour qui suivit la venue de John Strobbins à la maison de l'ancien brasseur, celui-ci, aux premières lueurs de l'aube, fut réveillé en sursaut par l'arrivée subite dans sa chambre de son valet affolé. « Monsieur le sénateur !» haletait le domestique. « Eh bien quoi ?» grogna Jonathan Briggs, pris d'un sinistre pressentiment. « Quoi, brute ?»« Les guerres, on l'a volée. Elle a disparu, monsieur le sénateur. »« Comment ? Explique-toi, animal, es-tu fou ?» hurla Jonathan Briggs, en se dressant sur son lit si brusquement que le valet, effrayé, se recula et balbutia. « Je ne suis pas fou, on a volé les guerres. C'est le maître d'hôtel qui vient de me dire de vous le dire. » Par un terrible effort de volonté, Jonathan Briggs se calma. En une seconde, il venait de récapituler tous les ennemis qui l'attendaient, les guerres enlevées, les railleries de tous. Il allait devenir la risée de San Francisco, de l'Amérique, c'était sûr. Il sauta bas de son lit et cria au valet qui de peur n'osait bouger. « Alors, les guerres a disparu ? Et M. Peter Gringsby, où est-il ? Il était dans l'ascenseur. » « Dans l'ascenseur ?» répéta le sénateur ahuri. « Oui, monsieur le sénateur. Dans l'ascenseur ?» redit Jonathan Briggs, hébété. Sans plus parler, il jeta une robe de chambre sur ses épaules, enfila des savates et grogna au valet qui le regardait stupidement. « Conduis-moi au maître d'hôtel, idiot. Où est-il ? » ?»« Là-haut, au 23e étage, avec monsieur Gringsby. » Jonathan Briggs n'en demanda pas plus. Comme un fou, il bouscula le domestique, sortit de son appartement et atteignit le palier, mais c'est en vain qu'il pressa le bouton de l'ascenseur. Rien ne vint. Après 2 minutes d'attente, le sénateur, dont l'impatience était au paroxysme, s'élança dans l'escalier de marbre dont la cage de l'ascenseur occupait le centre. Comme son appartement particulier était situé au 8e étage, ce furent 15 étages, 27 marches chacun, qu'il dut monter. Il les gravit sans s'arrêter et atteignit le 23e étage, essoufflé, haletant, fourbu,
le cœur battant violemment dans sa poitrine, la sueur inondant ses tempes. Sur le palier, personne. L'ascenseur était là, arrêté. « Oh, Jasper, by devil, où êtes-vous » hurla Jonathan Briggs d'une voix tonitruante et qui résonna longuement dans la cage de l'escalier. Une porte s'ouvrit, le maître d'hôtel en tenue du matin apparut. « Ah, monsieur le sénateur » gémit-il en reconnaissant son maître. « Quel malheur, c'est... » L'ancien brasseur lui coupa la parole. « Oui, je sais. Tom, que vous m'avez envoyé, vient de me le dire. On a enlevé l'aiguière. Où est donc monsieur Peter Gringsby ?» Le pauvre homme, malgré ses fatigues, il a commencé ses recherches. Je crois qu'il est en bas, a interrogé ces messieurs de la sûreté. Moi, je viens de faire l'inspection de la galerie, ce qui ne m'a pas été facile car il m'a fallu chercher le trousseau de clés numéro 2 qui était dans mon coffre-fort. Enfin, j'ai pu constater, heureusement, qu'il n'a enlevé que l'aiguière. Alors, je suis monté ici pour... « C'est bon, » interrompit Jonathan Briggs, de plus en plus énervé. « Commençons par le commencement. Que s'est-il passé au juste ?»« C'est incompréhensible, monsieur le sénateur. Incompréhensible. Ce matin, je... Venez, nous allons rejoindre monsieur Gringsby. L'ascenseur ne marche pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore ?»« Je ne sais pas, monsieur le sénateur, j'ai... » « Descendons par l'escalier alors. Enfin, que s'est-il passé ?» grogna Jonathan Briggs en saisissant la rampe de bronze. Les deux hommes commencèrent à descendre. « Voilà tout ce que je sais, monsieur le sénateur, » déclara le maître d'hôtel Jasper. « Tout à l'heure, à peine levé, je voulais prendre l'ascenseur pour descendre aux cuisines pour voir si... Après... Eh bien, monsieur le sénateur, je m'aperçus que l'ascenseur ne fonctionnait pas. J'eus beau appuyer sur le bouton pour le faire monter au 2e étage où je me trouvais, il ne vint pas. Mécontent, je descendis les 2 étages en me servant de l'escalier et courus à la cabine du liftman pour lui dire ce que je pensais de sa négligence. Il n'était ni dans sa chambre, ni à son poste, enfin, je ne le trouvais pas. En le cherchant dans la cave, je constatai que l'ascenseur, qui eût dû s'y trouver comme chaque nuit, on les laisse afin qu'il repose sur le sol et ne fatigue pas les câbles de suspension, car le... « Je sais, après !» maugréa Jonathan Briggs. « Eh bien, monsieur le sénateur, l'ascenseur n'y était pas. Au risque de me faire écraser, j'entrai dans la cage et ayant levé la tête, je finis par découvrir que l'ascenseur était tout en haut, au 23e étage, où il est encore, comme vous avez pu le voir. Et alors, abrégé, Jasper. Alors, monsieur le sénateur, je sortis de la cage et pressai le bouton de descente pour faire venir l'ascenseur. Il ne vint pas. Oui, après avoir attendu, vous avez dû monter au 23e étage, après. Ah, monsieur le sénateur, au 23e étage, l'ascenseur était arrêté. Je m'en approchai prudemment, et après m'être assuré qu'il était bien bloqué, j'y entrai. Il était vide. Vide? Et Peter Gringsby alors? S'écria l'ancien brasseur. Attendez, monsieur le sénateur, l'ascenseur était vide, ou plutôt me parut vide, car après un instant... Vous vîtes Peter Gringsby? Il est assez gros pourtant. Non, monsieur le sénateur, je ne le vis point. Je ne pouvais pas le voir. Mais j'entendis une voix sourde et lointaine qui criait « À moi, au secours !» Je regardai autour de moi et ne vis rien. Je criai à mon tour « Qui appelle? Où êtes-vous » ? « Dans le coffre de l'ascenseur, ouvrez vite !» Je compris, dans l'ascenseur. Il y a un divan qui forme coffre et dans lequel était enfermé Peter Gringsby, hein? Oui, monsieur le sénateur. Ah, il n'en menait pas large, vrai. Figurez-vous qu'on y avait couché sur le dos. Malheureusement, comme M. Gringsby mesure plus d'1m70, ce qui est la longueur du coffre, on lui avait replié les jambes. Il était couvert de cordes, plus encore qu'une andouille de l'Illinois. Je le sortis du coffre, comme de juste, et comme je n'avais pas de couteau, je voulus aller en chercher. Mais M. Gringsby, qui apparaissait hors de lui, me cria de ne pas s'inquiéter de lui et de descendre immédiatement prévenir les détectives de garde pour qu'ils empêchassent de sortir qui que ce soit, car John Stobbins avait enlevé les guerres d'argent. Je me précipitai en bas, affolé comme vous le pensez, monsieur le sénateur. Je prévins tous les détectives. Ils n'avaient vu personne, ni n'avaient rien entendu de suspect. Je leur répétai les paroles de M. Gringsby, et après avoir pris un couteau à la cuisine, je remontai le plus vite que je pus les 23 étages et coupai les liens de ce gentleman. Ah, les cordes étaient solides et surtout serrées. Pendant au moins 10 minutes, M. Gringsby se frottait les chevilles et les poignets qui étaient enflés et rouges, comme s'il eût été atteint d'une maladie de peau. Moi, j'attendais. Enfin, M. Gringsby me cria, furieux. «
Ce n'est pas la peine de me regarder comme une bête curieuse. C'est John Strobbins qui m'a arrangé ainsi, et il a fui en emportant les guerres de votre maître. Allez le prévenir. Vous êtes sûr qu'il n'a rien pris d'autre? Demandai-je, stupéfait et inquiet. Je n'en sais rien. Assurez-vous en vous-même. Moi je vais essayer de rattraper ce misérable. Mais allez donc, me répondit-il. Je n'en demandai pas plus. Voulant savoir de suite à quoi m'en tenir, j'allai chercher Tom et lui ordonnai d'aller vous répéter les paroles de M. Cringsby. Et sans perdre de temps, je résolus de faire l'inspection de la galerie. Elle était fermée à clé. Je pensais que le voleur, en s'en allant, l'avait emportée, et comme je vous l'ai dit, je courus chercher la deuxième clé dans mon coffre-fort. Je la trouvai et ouvris. Or, jugez de ma stupeur en constatant que l'autre clé était restée en dedans, sur la serrure. D'ailleurs, elle y est encore. « Vous n'êtes pas fou, Jasper ?» fit Jonathan Briggs. « Par où le voleur est-il sorti, alors ? Je n'en sais rien. » Peut-être le voleur avait-il une troisième clé, mais je ne le crois pas, car cela ne lui aurait servi de rien, étant donné que seuls, moi et vous et M. Cringsby, connaissons la combinaison qui permet d'actionner la serrure. Enfin, je vérifiai la galerie et constatai qu'aucun autre objet que les guerres n'avait été enlevé. C'est extraordinaire, monsieur le sénateur. Jonathan Briggs haussa les épaules. Mais enfin, comment M. Cringsby s'est-il trouvé ficelé dans l'ascenseur, m'écria-t-il. Il ne me l'a pas dit, monsieur le sénateur, avoua Jasper. Après m'avoir commandé de vous prévenir, il s'est précipité comme un fou dans l'escalier, et je ne l'ai plus vu. Sûrement il doit être en bas, avec les autres détectives. Ah, c'est incroyable. C'est bon, conclut brutalement le sénateur. Je vais voir M. Cringsby. Ne laissez pénétrer personne dans la galerie. Allez-y vous-même, allez. Les deux hommes, cependant, étaient arrivés au premier étage. L'infortuné maître d'hôtel, littéralement exténué par l'incalculable nombre de marches qu'il avait montées et descendues depuis son réveil, soupira et lentement ascensionna une fois de plus les 23 étages de la somptueuse demeure. Jonathan Briggs arriva au rez-de-chaussée. Le jour venait, un jour jaunâtre et sale de décembre qui semblait hésiter à percer la brume matinale. Dans la cour, dans les couloirs, un peu partout, détectives et domestiques s'agitaient, s'interpellant, se bousculant, échangeant des questions qui restaient sans réponse. À la vue du sénateur, tout le monde se tut. Silence. « Où est M. Cringsby ?» demanda ce dernier, cachant sous un calme apparent la furieuse colère et l'épouvantable dépit qui l'emplissait. « Il est au téléphone dans la loge du portier, » répondit un valet de chambre. « Il cause avec le chef de la sûreté. »« Avec le chef des imbéciles !» éclata Jonathan Briggs, qui soudain se souvint des affirmations de M. James Molescott. Il se précipita vers la loge où il entra en coup de vent. Dans un coin, Peter Cringsby, ses habits chiffonnés, maculés de poussière et de plâtras, parlait d'une voix rauque. Le sénateur de la Californie l'entendit qui disait « Je n'y comprends rien, mais rien, chef, c'est fou !» Jonathan Briggs posa sa lourde main sur l'épaule du sous-chef de la sûreté de San Francisco. Peter Cringsby se retourna brusquement. Il était pâle. « Quand vous bavarderez 2 heures avec votre chef, M. Cringsby, ce n'est pas cela qui fera revenir mon aiguerre !» lui lança l'ancien brasseur en pleine figure. Peter Cringsby, livide, se retourna, prêt à bondir sur le sénateur. Il se retint, cependant, en pensant aux conséquences de son acte. « Je fais mon devoir, monsieur le sénateur, » dit-il en fixant les yeux de Jonathan Briggs. Celui-ci répondit « Votre devoir, monsieur, était de surveiller les objets confiés à votre garde. Il apparaît que vous ne vous en êtes pas acquitté. » Peter Cringsby se mordit les lèvres et resta muet. La colère le faisait trembler comme une feuille au vent. « Ce n'est pas tout cela, » poursuivit le sénateur. « Malgré vous, malgré vos détectives, mon aiguerre a disparu, et vous-même, qui vous êtes enfermé hier dans la galerie avec des revolvers plein les poches, on vous a retrouvé ficelé comme une saucisse dans la banquette de l'ascenseur. Je suppose que vous allez m'expliquer cette invraisemblable histoire. » Le sous-chef de la sûreté raccrocha le récepteur du téléphone qu'il avait gardé à la main. « Martins !» dit-il à un détective qui avait assisté impassible à cet entretien. « Veuillez téléphoner à M. Molescott, que je le prie de venir ici au plus vite. »« Bien, chef. »« Alors ?» gronda Jonathan Briggs, qui s'impatientait. « Je suis à vous, monsieur le sénateur, » répondit Peter Cringsby en se tournant vers l'ancien brasseur. « Je suis prêt à répondre à vos questions. Il me semble toutefois qu'il serait bon que nous soyons seuls pour cela. » Jonathan Briggs regarda son interlocuteur, puis grommela. « C'est bien. Venez. » Les deux hommes gagnèrent le cabinet de travail du sénateur, où quelques jours auparavant, John Strobbins était venu, sous le nom de John Smoke, proposer à Jonathan Briggs de lui acheter les guerres disparues.
L'ancien brasseur se souvint de cette scène. Il se laissa tomber sur un fauteuil et souffla. « Je vous écoute, monsieur. » Peter Cringsby s'inclina. « C'est très simple, monsieur le sénateur, » commença-t-il. « Hier soir, à 8 heures, je me suis rendu, comme chaque jour, dans votre galerie, où j'ai relevé de faction le détective James Handler. Comme de coutume, je fermai la porte à double tour et visitai soigneusement les 14 fenêtres. Tout était en règle, je veux dire que fenêtres et volets étaient fermés. Je regardais sous chaque meuble, personne. Pour tuer le temps, mon inspection terminée, je me promenais de long en large, attentif au moindre bruit. Les heures s'écoulèrent. Un peu après minuit, je m'arrêtai, fatigué, et m'adossai à la vaste cheminée gothique. « C'est une cheminée Renaissance, vous n'y entendez rien, monsieur » interrompit Jonathan Briggs. « Comme vous voudrez, monsieur le sénateur » poursuivit Peter Cringsby, placide. Enfin, je m'appuyai à cette cheminée pour me délasser un peu. Presque aussitôt, j'entendis un grattement derrière moi. Je me retournai. Je vis une ombre surgir du manteau de la cheminée. Je portai la main à mon revolver, mais avant que j'eusse pu le tirer de sa gaine, « Si vous l'aviez tenu à la main » murmura Jonathan Briggs. Le sous-chef de la sûreté de San Francisco ne releva pas l'interruption et continua. Une corde siffla au-dessus de ma tête, un lasso, rudement manié, et avec une habileté infernale s'enroula autour de mon cou. Étranglé plus qu'à demi, manquant d'air, je tombai. L'homme se précipita sur moi, et si soudainement que je ne pus me servir de mon revolver. Je ne sais comment cela se fit, mais enfin je me sentis bientôt entouré de cordelettes de la tête aux pieds, et aussi serrées que si elles eussent constitué les mailles d'un filet. Puis l'homme me bâillonna. « Moi, je vous félicite. Pour un sous-chef de la sûreté, vous avez vraiment fait preuve de finesse, » railla le sénateur. « On fait ce qu'on peut, » répondit sèchement le policier. Toujours est-il que mon agresseur se pencha sur moi et que je le reconnus, c'était John Strobbins. Naturellement. Oui, monsieur le sénateur. Et il m'adressa quelques mots ironiques que je n'ose vous répéter, monsieur le sénateur, et... Si, je vous ordonne de me les dire. C'est que... fit Cringsby, comme s'il hésitait. Parlez, que vous a dit John Strobbins? Eh bien, monsieur le sénateur, se décida le policier, il me dit... Tu es un imbécile, Peter Cringsby, je te l'ai toujours dit, et je n'aurais jamais cru qu'il existait un individu qui te dépassât en bêtises. Il existe, c'est l'honorable sénateur Jonathan Briggs, et il te dépasse de beaucoup même. Le voyou. C'était Jonathan Briggs, cramoisi de rage, qui venait de prononcer ces mots. Peter Cringsby demeura impassible. « Continuez !» rugit le sénateur. Après m'avoir fait ces déclarations, John Strobbins me traîna dans la cheminée et m'attacha à une corde qui pendait. Puis je ne le vis plus. Mais quelques instants après, je sentis qu'on me hissait dans la cheminée. Bientôt je fus sur le toit de votre maison. John Strobbins, alors, me prit sur son dos et me transporta jusqu'à la coupole de verre qui abrite la cage de l'ascenseur. Il ouvrit un soupirail et, sans faire le moindre bruit, me reprit sur son dos, se hissa sur la coupole et réussit, au risque de nous tuer 20 fois, à gagner le palier du 23e étage. L'ascenseur était là. John Strobbins en ouvrit la porte, souleva le couvercle de la banquette et me coucha dans le coffre. « Mes amitiés à ce cher sénateur, me dit-il, préviens-le de ma part que je n'emporte, pour cette fois, que son ait guère. Je voulais lui enlever aussi son fameux Murillo dont il est si fier, mais c'est une croûte infâme, une simple copie faite par un barbouilleur sans talent. » Sur ces mots, John Strobbins, brusquement, m'enleva mon bâillon et referma le couvercle de la banquette. Peu après, je sentis que l'ascenseur descendait. Jusqu'où, je ne sais. Il s'arrêta 5 ou 6 minutes, puis remonta encore et ne bougea plus. Le reste de la nuit me parut interminable. Je pensais mourir dans ce coffre où m'avait mis ce gredin. Enfin, j'entendis du bruit, je criai de toutes mes forces, j'appelai. Le couvercle s'ouvrit, et j'aperçus votre maître d'hôtel Jasper. Voilà tout ce que je sais, monsieur le sénateur. Peter Cringsby se tut. Jonathan Briggs était verdâtre. Les sarcasmes de John Strobbins, rapportés par le policier, ne l'avaient que peu ému. Mais l'idée que sa fameuse toile de Murillo, admirée par l'Amérique tout entière et payée $1,200,000, n'était qu'un faux. John Strobbins passa en effet pour s'y connaître, l'emplissait d'une rage furieuse. Il se leva. « C'est bien, dit-il, les lèvres pincées. Mon guerre est bien perdue, j'en fais mon deuil. Et je comprends pourquoi maintenant. John Strobbins jouit d'une réputation aussi scandaleuse. En voyant comment la police est faite, vous pouvez vous retirer, monsieur. » Le sous-chef de la sûreté de San Francisco, sans dire un mot, lança l'ancien brasseur un regard de haine furieuse, puis, à reculons, gagna la porte et disparut.
Est-il besoin de dire que Jonathan Briggs ne revit jamais sa belle guerre? Les recherches de Peter Cransby, aussi bien que celles de James Molescott, restèrent vaines. Les détectives de garde chez le sénateur n'avaient rien vu ni entendu. Si, pourtant, l'un d'eux déclara que vers 1 heure du matin, il avait vu l'ascenseur descendre à vide avec le liftman. Il avait même échangé quelques mots avec ce dernier et pouvait assurer qu'aucun objet, et à plus forte raison l'aiguière, trop large pour être dissimulé dans la banquette, ne se trouvait dans l'ascenseur. Le mystère restait impénétrable, et l'on n'aurait jamais su le fin de mot de cette histoire si le lendemain de l'enlèvement de l'aiguière, John Stobbins n'avait pris soin d'envoyer au Californian Times, qui les publia en première page, les lignes qui suivent. « Il ne faut jurer de rien, autrement dit, tout arrive. Telle est la maxime que je me permets de dédier à l'honorable sénateur Jonathan Briggs. Il ne m'a pas cru lorsque je lui ai affirmé que je lui enlèverais l'aiguière qu'il refusait de me vendre. Il eut tort. Il eut tort surtout de m'engager 2 jours plus tard en qualité de liftman, car c'est moi qui me présentais en cette qualité après avoir, au moyen de quelques dollars, persuadé à celui que je devais remplacer que sa place ne valait rien. Une fois introduit chez l'honorable Jonathan Briggs, je choisis mon moment, et avant-hier, ainsi que cet inestimable Peter Cransby l'a déclaré, je m'emparai de lui en passant par la cheminée et l'enfermai dans le coffre de l'ascenseur. Pourquoi? Simplement parce qu'il pesait 80 kilos, c'est-à-dire le même poids que l'aiguière, et j'accrochai la dite aiguière au contrepoids de l'ascenseur. Ainsi, l'équilibre de la machine ne fut pas modifié. Je fis d'abord descendre l'ascenseur, puis, ayant fixé l'aiguière au contrepoids, je descendis par l'escalier. Arrivé en bas, je fis remonter l'ascenseur, ce qui fit descendre le contrepoids, lequel est dissimulé dans un puits spécial creusé dans la muraille. J'eus même le plaisir de causer avec un détective qui ne se doutait pas que j'étais en train d'enlever l'aiguière dont il avait la garde. J'immobilisai l'ascenseur en haut en bloquant les engrenages. Puis, sans hâte, je gagnai le puits du contrepoids. Je décrochai l'aiguière et par un trou percé dans la muraille de la cave, muraille qui sépare la cave de l'égout qui est dans l'Alameda Avenue, je fis passer l'aiguière à des hommes à moi qui attendaient et qui, dès que j'eus passé moi aussi, rebouchèrent l'ouverture qu'ils avaient creusée, et voilà. On le voit, le bruit fait autour de ma petite acquisition est vraiment exagéré. Ce que je fais est très simple. Un dernier mot. Je sais que de nombreux citoyens de San Francisco ont parié sur ma chance. Je les remercie de cette marque de confiance et les prie, s'ils croient me devoir quelque reconnaissance pour les avoir fait gagner leur pari, de se cotiser afin d'offrir à l'honorable Jonathan Briggs un cocotier en or pour remplacer son aiguière et recueillir ses larmes de regret. John Stobbins, détective cambrioleur. Ainsi s'achève L'aiguière italienne, une aventure de John Stobbins par José Moselli.